Merci beaucoup. Moi, je vais me contenter de reprendre quelques éléments qui ont traversé cette table ronde. Il y a eu l'époque de la compréhension du phénomène de la radicalisation, où on voulait à tout prix comprendre et cerner le phénomène. Et aujourd'hui, on en est aux premières leçons sur les dispositifs qui ont été mis en place et les questionnements, évidemment, de comment prendre en charge, comment ça se passe ailleurs, comment évoluer, et à l'époque de la confrontation aussi des bonnes pratiques. C'est aussi pour ça qu'on a pu entendre dans cette table ronde des évocations justement d'un dispositif qui existe au Canada et que je connais justement en particulier, parce que je pense que c'est le temps des échanges et on essaye de tirer quelque chose de la pratique des autres. On en est aussi au temps de l'évaluation et en même temps les difficultés de l'évaluation des dispositifs de prévention, puisque les méthodes classiques d'évaluation ne sont pas nécessairement applicables sur un tel sujet. Donc ça implique aussi une collaboration interdisciplinaire sur ces questions. On a vu aussi, ça a été évoqué par plusieurs d'entre eux, l'importance du contexte pour comprendre le passage et le déclenchement du passage à l'acte violent, puisque finalement, il y a effectivement un sujet, il y a la rencontre d'une idéologie, et en même temps, il y a toujours une part d'aléatoire. On se demande toujours pourquoi lui est passé à l'acte, mais pas un autre. Et on se rend compte que le contexte joue un rôle déterminant, que ça soit le contexte social, politique, la rencontre, le contexte familial. Et donc, c'est des éléments qui reviennent dans les différentes interventions. Mais il y a aussi, comme le disait Vivorka, le contexte historique, puisque finalement, ce dont il est question quand on parle de radicalisation, c'est bien de la violence et pas d'autre chose, et le passage à l'acte violent. C'est vrai que le terme de radicalisation est souvent épinglé, principalement par mes collègues étrangers qui préfèrent parler de violence, et je les comprends, puisque finalement, c'est la seule chose qu'on essaye de comprendre, pourquoi cette violence et ce passage à l'acte violent et comment on peut le prévenir. En ce sens, la comparaison des contextes et des facteurs de radicalisation peut être intéressante, puisque ces facteurs sont multiples. À mon sens, ils sont aussi différents dans les différents pays que je peux voir. Les facteurs de radicalisation ne sont pas toujours les mêmes. Et de ce fait, les structures et les programmes de prévention qui s'adaptent à ces radicalisations ne sont pas non plus les mêmes. Il y a aussi l'impact des programmes de prévention qui me semble très important d'aborder. L'impact non seulement sur les personnes prises en charge, mais pas seulement. L'impact aussi sur les intervenants, sur ceux qui sont chargés de les mettre en œuvre, puisqu'il y a une difficulté de l'intervention. On entend la souffrance des personnes, que ce soit les cliniciens ou les praticiens, les difficultés concrètes auxquelles ils sont confrontés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les États généraux et le CERT avaient la volonté de laisser parler toutes ces personnes qu'on laisse parfois dans l'ombre, qui sont confrontées à des problèmes concrets de qu'est-ce que je fais, comment je prends en charge, comment je préviens et quels sont les impacts de ces programmes sur eux-mêmes. Et enfin, l'impact de ces programmes sur la population en général, puisqu'on l'a vu, il y a effectivement ce terme de radicalisation qui représente à la fois une catégorie qui nous a permis de saisir un phénomène, et en même temps, on voit les effets pervers d'une catégorie qui peut, dans certains cas, avoir pour conséquence d'essentialiser les personnes, ou voire même de les enfermer dans une case. On l'a vu avec la référente de l'adolescente. Le regard que l'on porte sur l'autre est absolument fondamental, puisque quand on a en face de soi un adolescent, il reste un adolescent. Quand on a face à soi quelqu'un qui est confronté à des problématiques de violence, on peut toujours construire le visage d'une monstruosité en se disant que celui qui passe à l'acte violent est un monstre, mais en faisant cela, on s'interdit de comprendre. Et encore une fois, on l'a dit plusieurs fois, comprendre n'est pas justifié, mais en même temps, construire un monstre, est-ce que ça permet ou pas de le prendre en charge ? Est-ce qu'on
parvient mieux par ce biais à le saisir, je n'en suis pas sûre. Et enfin, pour terminer, je pense que la violence extrême doit nous questionner sur notre violence à nous, sur la violence du quotidien, sur la violence de nos sociétés, sur la violence, sur notre violence. Et c'est pour ça que je pense que la radicalisation nous amène aussi à nous questionner sur nous-mêmes en tant qu'hommes, sur nos comportements du quotidien, sur notre manière de traiter l'autre, sur la violence du monde académique, sur la violence dans les hôpitaux psychiatriques, sur la violence de la société en général. Voilà, merci beaucoup. Je laisse la parole à Tamara.